Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur l'îlot Bretagne au Salon Nautique de Paris pour une émission. Cette fois-ci, on va parler sérieusement et on va parler d'économie puisque nous avons une brochette d'invités qui sont tous des spécialistes de l'économie. Même celui qui a un logo sur sa veste et qui a les quelques reflets dorés du marin qui rentre de la Jacques Vabre, puisque nous accueillons Paul Mella qui vient de terminer brillamment deuxième de la Transat Jacques Vabre sur SMA, comme c'est marqué sur sa polaire. Salut Paul. Bonjour. Juste à côté de toi, Bernard Schopfer. Tu vas prendre le micro, Bernard. Bonjour à tous. Qui lui arrive de Suisse et juste avant du Danemark, puisque c'est l'organisateur du Yacht Racing Forum, qui est la grande conférence annuelle consacrée à l'économie de la voile de compétition dans le monde. À côté de toi, qui arrive directement de Vannes par le premier TGV, Gauthier Sergent, qui lui est le patron de la recherche et du développement chez Norcels, qui est le leader mondial des voiles de bateaux de course. Et juste à côté de moi, bien connu de nos services, je peux te prêter mon micro, tu sais, Carole. Carole Bourlon, qui est la déléguée générale d'Eurolarge Innovation, qui est le cluster des entreprises de la course au large en Bretagne, qui regroupe toutes les entreprises qui fabriquent des bateaux, des voiles et qui font de la compétition. Bonjour Carole. Bonjour Pierre. Alors Paul, on va parler un tout petit peu de sport parce que tu rentres de la Jacques Vabre avec une très belle deuxième place avec Guénolé et Gainet sur SMA. Premier en dérive droite, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette course-là. C'est vrai que c'était un enjeu assez important parce qu'il y a quand même beaucoup de bateaux à foil aujourd'hui, en fait la dernière génération de bateaux, dont la génération précédente. Il faut se creuser la tête pour essayer d'améliorer ce bateau et puis aussi passer beaucoup de temps sur l'eau, mais on est content de nous, on a fait une bonne saison. C'était assez intense, hein, la bataille était rude quand même. Ouais, la bataille était rude, jusqu'au poteau noir, rien n'était fait, et puis Saint-Michel-Verbach ont très bien navigué, Yann Elias et Jean-Pierre Dick, ils n'ont pas fait d'erreur, donc ça a été difficile, et on est content d'avoir terminé devant des beaux bateaux comme ceux de Morgan Lagravière et Perron, et puis aussi Boris Arman qui était avec Thomas Rubilan, donc c'est vraiment une satisfaction pour nous d'être en Saint-Gitana. Ouais. Alors Paul, qu'est-ce que fait un marin qui vient de finir la Jacques Vabre à l'arrivée de l'hiver en Europe? C'est la pause, c'est le chantier, un peu de relations publiques à Paris, c'est quoi le programme? C'est plein de choses, c'est sûr, des relations publiques, c'est important, ça fait partie de notre métier. La préparation de la saison prochaine, on profite aussi du salon nautique pour voir nos fournisseurs, nos partenaires qui sont tous là, même s'ils sont pas très loin de chez nous au final, parce qu'en Bretagne on a à peu près tout ce qui se fait en termes de bateaux, il y a des fois juste besoin de traverser la cour du hangar. Et puis on avait notre assemblée générale aussi hier de la classe IMOCA, donc c'est plein de rendez-vous, ça permet de rencontrer tout le monde. Alors la thématique de l'émission aujourd'hui c'est l'économie, parce que la voile c'est aussi de l'économie, c'est aussi du business. Raconte-nous un petit peu comment tu es organisé. Fais-nous rentrer dans les coulisses, on connaît le matériel, on connaît le bateau, on connaît les histoires de mer. Comment ça marche? Comment Paul Mella il arrive à armer un bateau comme celui-là? En fait, les IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe, c'est des bateaux qui sont extrêmement compliqués, avec une jauge et qui sont des prototypes. Donc en fait, on est en constante évolution. Et donc chaque année, on a besoin de travailler avec des fournisseurs, que ce soit des matériaux, dans le matériau composite, dans peinture, de l'accastillage, de la voilerie. Et donc en fait, on a la chance, on va dire, en Bretagne, particulièrement en Bretagne Sud, nous on est implanté à Port-la-Forêt, en fait, dans l'écurie Mer Agitée, d'avoir en gros quasiment nos fournisseurs qui sont tous là. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus loin, on va des fois jusqu'à La Rochelle où on descend un peu plus loin, mais en gros on est à peu près capable de trouver tout autour de nous. Donc et la particularité, on va dire, de nos bateaux, c'est souvent qu'on fait des pièces custom. Et donc du coup on a besoin d'avoir une relation particulière avec nos fournisseurs, ça c'est important, de pouvoir aller les voir, de pouvoir discuter avec eux. C'est pour ça que on va dire le Made in China, en étant un peu grossier, ça nous convient pas trop, et on va vraiment être dans une relation très proche. Donc c'est-à-dire tout ce qui est sur notre bateau est fabriqué en Bretagne en fait. Donc c'est, je sais pas, je pourrais prendre des exemples, mais à Quimperlé, c'est sur la route entre Lorient, on a Gelt qui nous fait des pièces qui est allé jusqu'au Yacht Racing Forum. Les voileries, donc il y a Norsk qui est à Vannes, on a eu des voiles. On travaille aussi avec Incidence qui est à Brest. On travaille nos peintures, c'est Nautix qui sont juste à côté. Nos cirés, c'est les Glycoten. Donc voilà, on essaye aussi de approvisionnement interdit en dehors de la Bretagne. Je suis des marques, mais c'est sûr qu'on travaille aussi avec Plastimo. Enfin, on travaille vraiment avec des gens qui sont autour de nous, quoi. Donc ça, c'est important. Et raconte-nous, emmène-nous dans les coulisses du bateau. C'est-à-dire que c'est une entreprise, il y a une entreprise qui gère le bateau, c'est hébergé par Mer Agitée qui elle-même est une entreprise. Raconte-nous un peu l'organisation
Derrière chaque bateau, il y a une boîte en fait. Il y a une boîte, ouais, c'est Meragité qui est important pour la forêt, c'est une dizaine de salariés, c'est l'écurie de course au large de Michel Desjoyaux. Et puis je trouve qu'il y avait Dimitri là, qui était là tout à l'heure, mais qui est dans une branche qui sait recherche et développement, R&D. Avec lui, on a travaillé pour l'accompagner sur des développements, sur des outils de production vidéo qu'il a inventé. Cette année, c'était les penons électroniques. Il avait d'ailleurs été récompensé au Metz, je crois d'ailleurs, l'année dernière. Donc voilà, en plus ce qui est super, c'est que cette écurie, elle a accompagné la vie du bateau. Le bateau, il a été construit de l'autre côté du hangar, chez CDK, donc c'est aussi un CDK pour la forêt. Et quand on dit de l'autre côté du hangar, c'est littéralement vrai. Ah oui, il y a des portes du hangar. On a 20 mètres à faire, on traverse, et puis le bateau, il a juste roulé sur le berre, et il a été terminé ici. Donc c'est souvent une histoire aussi. Là, j'ai parlé beaucoup de ce qu'on fabrique, mais c'est surtout les hommes qui sont derrière. Un IMOCA et aussi les fournisseurs avec qui on travaille. C'est surtout le savoir-faire qui est intéressant, parce que, comme je disais, on est toujours sur du custom, sur des pièces qui sont souvent uniques. Et du coup, la personne qui l'a fait est aussi importante qu'au final, la matière, que tout ça, donc même plus importante. Et dans notre équipe, on a chez Meragité une vision qui n'est pas du tout pyramidale, c'est-à-dire que la pièce ou l'idée où on a travaillé sur les ballasts, donc une modification des réservoirs d'eau cette année, la personne qui va concevoir, imaginer, dessiner, il va aussi produire, il va aussi tester. Et voilà, c'est un côté artisanal qui est hyper sympa. Et nous, les skippers, on est au final très impliqués là-dedans. Carole, tu vas prendre le micro de Paul. Ce que raconte Paul, c'est ce qui existe dans certains autres endroits du monde, dans certaines autres industries. Et là, c'est très spécifique à la Val de Compétition en Bretagne, c'est-à-dire que sur le même palier, de l'autre côté de la rue, il y a un petit artisan incroyable qui sait faire des choses incroyables et qui est numéro un mondial dans son secteur. Donc il y a ce qu'on a appelé tout à l'heure la Bretagne Sailing Valley, avec une connotation très très claire vis-à-vis de la Silicon Valley. Est-ce qu'on peut dire que la Bretagne, c'est la Silicon Valley de la voile? Oui, je pense qu'on peut le dire, effectivement. On a fait le lancement tout à l'heure de la marque Bretagne Sailing Valley. Et je dirais qu'on a officialisé finalement cette Bretagne Sailing Valley parce que qui existait déjà en fait. Elle existait déjà, tout à fait. Voilà, c'est que effectivement, on s'est rendu compte au travers d'une étude là, que nous venons de réaliser avec Bretagne Développement Innovation et son service ingénierie. Nous avons donc fait un recensement de l'économie de la voile de compétition en Bretagne, donc les industriels, le commerce, les services, et on a trouvé 162 entreprises, acteurs économiques, qui réalisent 56 millions d'euros de chiffre d'affaires directement dans la voile de compétition. Voilà, voile de compétition. Et puis 700 emplois. Donc effectivement, on a une Silicon Valley de la voile de compétition en Bretagne. Alors ces acteurs économiques, on les trouve un petit peu partout en Bretagne. On constate quand même qu'on a une concentration un peu plus importante dans le sud de la Bretagne, mais des acteurs répartis tout autour de la côte. Voilà, donc c'est... Moi, je vais prendre un exemple que je connais bien à Lorient. À Lorient, quand on se promène sur le ponton à Lorient, qui est ouvert au public, hein. Donc on descend la passerelle, on tourne à gauche, et là, à droite, il y a Gitana qui a marré, à gauche, il y a Banque Populaire. Non, Banque Populaire, il est devant Gitana. De l'autre côté, il y a 3 IMOCA, et là, on va croiser une voilerie qui descend avec ses chariots et les voiles neuves d'un IMOCA. À côté, on va voir un électronicien qui vient vérifier la vallée. Elle s'incarne vraiment de manière hyper concrète, c'est-à-dire qu'on croise les gens physiquement, littéralement, quoi. Oui, tout à fait, on les croise physiquement, et ce qui est important de voir aussi, c'est que tous les gens, comme le disait Paul tout à l'heure, travaillent ensemble. Hein. Dans la Sailing Valley, on a tout type d'acteurs. On a bien sûr les coureurs, hein. C'est pour eux que l'industrie travaille, les services. Et puis on a les organisateurs de courses, on a les centres de formation, Lorient Grand Large et puis le pôle Finistère Course au Large. On a des technopoles, des laboratoires de recherche. Et tous ces gens-là travaillent ensemble pour un objectif, c'est permettre aux coureurs de faire de très belles courses et puis surtout d'innover au niveau technologique. Voilà, donc voilà, c'est un endroit unique au monde. On va prendre un exemple concret avec Norse, Gauthier, Sargent, qui va prendre le micro. Alors Gauthier, lui, il habite encore, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Nevada, si je ne me trompe pas. Là où il y a Silicon Valley. Voilà, près de la vraie Silicon Valley, là où il y a l'usine de Norse qui fait le tissu spécifique de Norse. Et tu es rentré en France parce que Norse, la première voilerie du monde, a décidé d'ouvrir son centre de recherche et de développement à Vannes, au bord du golfe Morbihan.
Oui, donc c'est vraiment une reconnaissance du savoir-faire français et de l'innovation, de la création. On a reconnu chez nous un besoin d'innover, de pousser plus encore la recherche et le développement, qui est vraiment notre corps de métier. J'entendais Paul qui parlait tout à l'heure de c'est pas du Made in China. Effectivement, Norcels, on n'est pas non plus dans cette démarche. On n'est jamais les moins chers. Mais par contre, on se dénote par une avance technologique par rapport à nos concurrents. Et donc, voilà, la démarche a vraiment été de se dire où dans le monde on a la meilleure chance et le plus grand terrain de jeu, on va dire, en termes de recherche et développement. Et donc, la Bretagne s'est imposée d'elle-même. Comment chez Norcels, alors je sais pas où est le siège aux États-Unis, mais comment est-ce qu'ils voient la voilerie de Vannes? C'est les Mad Frenchies qui font des trucs incroyables ou comment ils le voient? C'est un peu l'image qui était un peu le cliché. Ça a beaucoup évolué. Depuis 3 ans, donc Norse est devenu une voilerie vraiment proprement globale, donc avec une direction unique et des capitaux uniques. Et donc on a fait venir un peu tous les dirigeants. Ils ont fait un peu le tour de la planète et tous se sont un peu arrêtés en Bretagne, les yeux écarquillés, en se disant ils sont fous, mais ils ont quand même des idées, ils vont très très vite. Et voilà, depuis c'est resté ancré. Et voilà, donc c'est vraiment... On va donner un petit exemple, hein. C'est la voilerie de Vannes qui faisait il n'y a pas si longtemps que ça toutes les voiles des bateaux de la Volvo Ocean Race. Oui, pour la précédente édition. Pour cette édition, ils ont fait encore toutes les GV. Et en fait, la voilerie de Vannes est vraiment identifiée au sein de Norcels comme étant la voilerie recherche et développement course au large. Donc c'est tous les projets mondiaux qui ont attrait à la recherche et au développement et à la course au large sont traités à Vannes. Alors on va prendre un exemple concret de cet effet vallée, comme on dit. C'est-à-dire que chez Norse, d'abord vous travaillez au bord de l'eau quand même. La voilerie a quand même vue sur mer déjà pour commencer. C'est important. Vue sur le col de l'Orient. Mais quand il faut aller tester un bateau, quand il faut aller discuter avec un fabricant de mâts ou quand il faut aller voir un architecte, vous avez 2 très très beaux cabinets d'architectes juste à côté de vos locaux à Vannes. On est bien entouré. Voilà, il suffit de traverser la rue pour aller travailler avec l'équipe de Vincent Royau-Préau par exemple sur un projet d'Ultime. Oui, il y a Pinot, il y a VPLP, il y a Multiplast, j'en oublie sûrement, mais non, on est très bien entouré. On a aussi pas mal de partenaires et de clients basés sur l'Orient, qui est aussi un centre assez important, et jusqu'à Port-la-Forêt, en gros, entre... Et la Trinité ? La Trinité, Port-la-Forêt, jusqu'à Brest. C'est vraiment très dense. Quand on regarde un peu les côtes françaises, c'est quand même là que ça se passe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de 250 km, hein, en grosso modo, entre le golfe du Morbihan et Brest. Ça se fait, aller-retour se fait dans la journée, donc il y a vraiment un effet assez particulier. On va passer la parole à Bernard. Bernard, toi qui as travaillé sur les projets suisses de Coupe de l'Amérique, qui a travaillé sur la Volvo, qui a fait un nombre de trucs incroyables, tu as décidé d'installer le prochain Yacht Racing Forum en Bretagne, à Lorient, le 22 et 23 octobre prochain. Qu'est-ce qui a joué dans ta décision? Écoute, tout ce que mes voisins viennent de raconter, ce pôle d'excellence, ce pôle industriel, une passion, un enthousiasme pour la voile de compétition au plus haut niveau. Pour moi qui organise cet événement très international, c'est une vraie fierté de pouvoir amener tout ce public venu du monde entier à Lorient, en Bretagne, et de leur montrer tout ce que vous faites, tout ce qui se fait dans cette région du monde. Alors raconte-nous, tout le monde ne connaît pas forcément sur Salut Yacht TV ce que c'est que le Yacht Racing Forum. Raconte-nous un petit peu ce que c'est et comment ça se passe concrètement. Alors le Yacht Racing Forum, c'est la réunion annuelle des professionnels de la voile de compétition. C'est une réunion B2B, donc l'objectif c'est vraiment de rassembler tous les corps de métier qui gravitent autour de la voile, des constructeurs aux designers, aux fournisseurs techniques, organisateurs d'événements, les classes, les clubs, les marins professionnels, etc.
de rassembler tous ces gens qui souvent se connaissent, mais qui souvent n'ont pas vraiment le temps de passer du temps ensemble et puis de faire du business pas dans les événements sur lesquels ils se croisent. Sur l'Americascope, j'imagine que toi tu es présent sur tous ces événements, tu rencontres plein de gens que tu connais, mais voilà, chacun est dans sa bulle, chacun travaille sur son projet et c'est pas le moment d'aller faire du networking ou du business. Le forum, il n'y a rien d'autre à faire. C'est l'objectif, on est là pour ça, on est là pour passer un moment ensemble, pour faire du business, du networking, développer des relations d'affaires. Et puis le fait d'amener tout ce monde très international avec beaucoup de participants qui viennent des États-Unis, certains de Chine, d'Extrême-Orient, etc. À l'Orient, pour moi c'est une grande fierté parce que voilà, je pense qu'ils vont découvrir quelque chose de tout à fait passionnant. Quelle vision ont justement les anglo-saxons qui dominent le monde de la voile en équipage, sauf quand Franck Camas fait la Volvo, mais qui du coup ont une vision, quelle vision ils ont de la France et singulièrement de la Bretagne? Bon, ça dépend lesquels, hein. Et Paul connaît bien Marcus Hutchinson, évidemment. Il y a quelques anglo-saxons voilà. très francisés. Ouais. Il y en a qui sont très franchisés, et puis qui ont une vision tout à fait précise du niveau de curseur de la voile en Bretagne. Effectivement, il y en a beaucoup dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, qui ne se rendent pas compte ou qui pensent que les franchises, c'est un peu fou ce qu'ils font. Hein. On parlait tout à l'heure de François Gabard, ce que François Gabard est en train de faire. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort, c'est complètement fou, c'est assez extraordinaire. C'est moyennement raisonnable, oui. Voilà, mais en même temps, il fait ça avec une plateforme qui a été extrêmement bien conçue, avec tout un savoir-faire, avec une approche extrêmement professionnelle. Je ne pense pas qu'il serait content si on dit qu'il est fou, parce que c'est pas du tout le cas. Il est très professionnel, voilà. Et d'aller montrer ce côté-là de la voile professionnelle de cette partie du monde au reste du monde de la voile, c'est très intéressant. Paul, tu t'intéresses un peu à ce qui se passe en dehors de... Prends le micro. Tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe en dehors de nos frontières. Tu connais un peu les autres secteurs de la voile de course dans le monde? Ouais, bah, j'ai passé quelques hivers en Australie en fait, donc du coup c'est vrai que c'est... On s'est même croisé, si tu te souviens. Ouais, on sort en tongue au yacht club de Sydney. Ouais, du coup c'est une vision, c'est une très très bonne expérience d'avoir pu faire de la course en équipage avec des Australiens, et une vision qui est un peu différente, mais du coup qui permet aussi de nous ouvrir l'esprit, et parce que c'est vrai qu'ils ont dans leur organisation, leur façon de voir les choses, c'est assez intéressant. Nous qui sommes peut-être un peu plus foufou et peut-être un peu moins structuré, organisé. Voilà, et je crois qu'on le devient de plus en plus, et on voit que là, je pense à ça, mais à la dernière Jacques Vabre, on a 13 bateaux au départ et 13 à l'arrivée. Voilà, les tours se passent de mieux en mieux, et je crois qu'on est en train de montrer, en tout cas, que la course en solitaire, quand c'est fait de manière intelligente et professionnelle, avec des gens qui font pas n'importe quoi, mais qui se préparent, et c'est quelque chose de super. Et voilà, le risque me paraît maîtrisé. Et ouais, mais en tout cas, c'est bien d'aller les voir aussi. Et eux viennent nous voir aussi. Gauthier, une petite dernière question. Tu nous as dit que le regard des dirigeants de North Sail sur la France avait changé. Est-ce que tu as l'impression aussi que le regard des Français sur la voile étrangère a évolué un petit peu, et que les passerelles entre ces deux mondes sont de plus en plus solides? Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vécu de plein fouet avec l'équipe Groupama pour la Volvo qui était basée à Lorient, et qui était vraiment, pour le coup, un vrai métissage de culture. Et justement, je pense que le coup de force de cette équipe, c'est d'avoir réussi à marier ces deux cultures dont Paul parlait, une anglo-saxonne assez rigoureuse, assez stricte, mais assez conservative, et puis une culture française un peu plus entreprenante, un peu plus folle, comme disait Paul. Mais créative, on va dire. Voilà, créative. Il faut un grain de folie créatif, on va dire. Mais voilà, de plus en plus, de toute façon, le monde s'internationalise, et la voile aussi. On peut pas. C'est pour le meilleur de la voile et de tout le monde. Donc, Carole, tu vas avoir le petit mot de conclusion. C'est important de faire venir des spécialistes de la voile de compétition étrangers dans un pays comme la France, pour leur montrer qu'on est peut-être un petit peu foufou, mais on commence à être de plus en plus sérieux. Oui, c'est important parce que nos entreprises, on l'a vu au travers de l'étude qu'on a réalisée, ont encore, même si elles ont
elles sont quand même très reconnues pour leur travail dans la voile de compétition, ont encore des axes de développement importants. Alors aussi bien sur des zones géographiques, on voit qu'il y a des faiblesses ou des choses à développer sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays anglo-saxons. On voit également sur certaines séries de navigation, elles ont un taux d'équipement qui est encore relativement faible. La Volvo, il y a des choses à faire, la Coupe de l'Amérique évidemment, sur les circuits olympiques aussi. Et puis donc de ce fait-là, c'est important de faire venir les entreprises, enfin le Yacht Racing Forum, parce que ça va leur permettre à tous ces participants internationaux de voir tout ce qu'on sait faire en Bretagne. Et puis, donc c'est aussi un petit peu, c'est du business, hein, mais c'est aussi une terre d'accueil, c'est-à-dire que voilà, pour faire venir des événements également dans la région. Ce qu'on veut démontrer au fait au travers de ça, c'est que la Bretagne, c'est une terre d'accueil importante aussi pour des événements voiles. Voilà, donc pour nous c'est important, c'est un événement important. Très bien, merci à tous les quatre. C'est par là, merci. On se retrouve demain pour une thématique autour de Lorient-les-Bermudes, une course mythique qui va revivre. C'était notre émission business de la semaine. À demain sur Salut TV. Merci à tous les quatre. Bonne journée. Merci, bonne journée.